La balançoire grince sous l'érable dans la cour verte et bleue. Claire et Gilles sont ressortis en pyjama après la grande toilette du samedi. Leur mère n'a rien dit. Elle était trop occupée à ranger les affaires du bain, la bassine, la serviette, le gant. Gilles ne se balance pas. Il est assis sur le mur du jardin et il regarde devant lui. Il ne regarde pas sa sœur. Il ne l'accompagne pas comme il le fait parfois en imitant le mouvement de ses jambes pour se donner de l'élan. Claire sent qu'il est là sans être là, comme s'il avait le pouvoir de sortir de son corps quand il le veut ou quand il a peur. Il n'a peut-être pas envie de revenir. Il n'est pas encore revenu avec elle, avec eux, à la ferme, dans la cour, dans le soir de juin. Il faut attendre qu'il revienne, s'il revient. Elle se balance et elle pense au gros lapin roux qui s'est échappé la veille, le matin, au moment où la mère se baissait pour refermer la porte du clapier. Elle a tout vu. La mère a crié, mais le lapin a traversé la cour en 3 bonds et il n'a plus été là, comme par magie. Elle regrette ce lapin et sa fourrure épaisse, très douce, que l'on pouvait caresser du bout des doigts à travers les barreaux de la cage quand il tournait le dos à la cour. Elle sait où est le bois des renards, au fond du pré, derrière la grange. Ce gros lapin roux n'a aucune chance. Il est peut-être déjà mort. Elle inventera une histoire pour Gilles. Une histoire de lapin qui trouvait sa cage trop petite et a préféré les bois, les prés, les renards. Et ils s'amuseront à faire semblant. Ainsi commence Hors champ, publié aux éditions Buchet-Chastel. Bonsoir Marie-Hélène Lafont. Bonsoir. Hors champ, et tout de suite, quand on a le bonheur et l'habitude de vous lire, une familiarité, on entend Claire, Gilles, on les connaît, ces personnages, ils sont là, plus ou moins à l'avant justement du cadre, dans de précédents livres, Vie de Gilles, Les sources. Ce sont des personnages à qui vous donnez une nouvelle incarnation, une nouvelle existence, par un autre bout de la lorgnette. Tantôt à travers le regard de Claire, tantôt à travers celui de Gilles, toujours à la 3e personne, ceci dit. Et on en parlera peut-être après, parce que je pense que c'est important, ce choix aussi de la 3e personne. Nous allons les suivre sur une 50aine d'années, dans des moments choisis, ou des moments qui s'imposent, vous nous direz, de leur vie, de leurs existences, l'incarnation d'existences silencieuses. C'est ça qui me vient à l'esprit quand je vous lis. Quel est le point de départ de ce livre, Marie-Hélène ? C'est un noyau d'incandescence très ancien, très archaïque. Ce lien entre le frère et la sœur et le lien des fratries est là dès mes premiers livres, dès mes premiers textes. Les variations autour de cette question, cette matière, plutôt que cette question d'ailleurs du lien dans les fratries, sont multiples et je serais bien empêchée d'en dresser l'inventaire parce qu'elles m'échappent en fait. Et elles sont multiples. Dès que j'ai commencé à écrire, cette figure-là a fusé de tous les côtés. Bon, il est simplement arrivé un temps dans ce travail textuel, il est arrivé un temps, au bout de 25 ans de chantier en fait, où j'avais peut-être les moyens de lui donner cette forme-là, vous voyez, à ce lien. Voilà. Et
ça s'est imposé de façon très nette à la fin de l'écriture des sources. Et la fin de l'écriture des sources, c'est juin 2022. Et en juin 2022, aussitôt après avoir rendu le tapuscrit des sources à mon éditrice, j'ai ouvert le chantier du livre que j'ai écrit sur Cézanne, que j'ai conduit jusqu'en mai de l'année suivante, vous voyez. Mais je savais très très bien, en lâchant le texte des sources, que je n'en avais pas fini, surtout avec Gilles. Et donc, qui dit avec Gilles, dit avec Claire et Gilles. Hein, parce que, voilà, c'est celui qui reste et celle qui part. Voilà. Hein, c'est qui reste et qui part. Bon, voilà. Donc, ça, c'était clair et net que j'y retournerai. Et aussitôt après avoir rendu le texte du Cézanne, j'y suis retournée immédiatement et en resserrant la focale, comme vous l'avez fait observer tout à l'heure, sur ces deux-là. En tout cas, la fratrie, dans un premier temps, avec les trois, parce qu'à l'origine, ils sont trois. Dans les sources, ils sont trois, dans les pays, ils sont trois. Voilà. Hein. Donc, la fratrie, et en cours de chantier, j'ai encore resserré davantage sur les deux. Vous resserrez sur les deux parce que, comme vous l'avez dit, il y en a une qui part, un qui reste uniquement, ou aussi parce que le regard de celle qui part est essentiel pour l'existence de celui qui reste. Alors, si vous voulez, ce que vous venez de dire là, c'est déployé de manière de plus en plus évidente en cours de travail. Voilà, hein. J'allais dire en cours de chantier, donc, puisque c'est le mot que j'emploie tout le temps. J'ai écrit par tableau. Je n'ai pas écrit dans l'ordre chronologique. Mais je savais que si j'allais au bout du chantier, ça interviendrait dans l'ordre chronologique. Et plus j'avançais dans l'écriture des tableaux, plus ce que vous venez de dire là se déployait d'une manière, comment dire, même assez massive, comme on dit d'une attaque, qu'elle est massive. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui, sans que je m'en rende compte au départ, parce que je ne l'avais pas anticipé du tout, a conduit assez tardivement dans le chantier, mais d'une manière incontournable, à l'éviction, ou à l'expulsion, ou à l'extraction de la sœur aînée. Voilà, pour ne plus, ne plus avoir affaire qu'à cette ligne qui serait comme une épure. Voilà, hein. Celui qui reste, celle qui part, et l'existence de celui qui reste étant liée assurément à celle de celle qui est partie, mais celle qui est partie, même si elle paraît se déployer d'une manière plus évidente, plus autonome, etc., a définitivement, alors on pourrait parler d'une sorte de fracture ouverte comme ça, qui serait dans sa vie pour toujours. Ça vaut dans les deux sens en fait, alors que dans un premier temps on pourrait penser que ça ne vaut que dans l'un. Ce qui m'interpelle quand vous parlez des tableaux que vous avez écrits et qui sont ensuite effectivement composés dans un ordre chronologique dans le livre, mais pas dans le cadre du chantier que vous évoquez, me fait penser à une réflexion que je me suis faite en le lisant, en me disant mais le temps dans ce livre n'est pas linéaire, il est stratifié. Comme si, même s'il y a un ordre chronologique dans la lecture, finalement tout est superposable et tout contribue finalement dans une verticalité à raconter deux personnes plus qu'une histoire qui, elle, serait chronologique. Est-ce que c'est le cas? Alors, ce que j'ai tenté de faire, c'est de dresser à intervalles réguliers un état des lieux le plus précis, le plus incarné, le plus charnu possible de l'état de conscience des deux. Voilà, hein, de l'un et de l'autre, en mettant l'accent tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Voilà. Et l'état de leur flux de conscience, comment leur champ de conscience se construit, qu'est-ce qu'ils circulent, quelles en sont les strates, quelle en est la géologie. Voilà, hein. Et l'idée de procéder par couches, comme ça, hein, c'est pas une idée d'ailleurs, c'est une pratique. Hein, voilà, en se plaçant aux aguets, comme ça, la narration se placerait aux aguets
hein, tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre. Et au fond, c'est ce qui arrive, je crois que vous venez de le pointer, il arrive de ce fait quelque chose à la notion du temps. Elle est travaillée de l'intérieur par le fait que beaucoup de choses ne sont pas dites, mais se passent entre les différents tableaux dans les ellipses, évidemment. En moyenne, il se passe au minimum 4-5 ans, voire plus, entre chaque arrêt sur image, en quelque sorte. Donc évidemment que le temps a galopé, évidemment que les choses ont galopé dans les vies, et évidemment que quand on en est à l'étape des 32 ans ou des 44 ans, eh bien, on est travaillé par ce qui s'est passé pendant les 10 années, dont rien en apparence n'est dit, mais dont tout est suggéré, évidemment. Voilà. Et par ailleurs, quand on est comme ça, par exemple le jour de la fête de la Saint-Roch, ils sont dans la trentaine, les deux, le frère et la sœur, puisqu'ils sont très proches en âge, et on est dans son champ de conscience à elle, et elle parle au présent, elle pense au présent, elle sent au présent, mais du verbe sentir, mais ce présent est taraudé de l'intérieur par le passé et par le futur. Alors, pour le coup, dans ce livre, j'ai essayé d'apporter une attention extrême, obsessionnelle complètement à cette grande affaire des temps verbaux. Voilà. Et notamment, je me suis autorisée avec les futurs des fantaisies. Bon. Donc un peu indécente. C'est de l'expérience, c'est de l'expérience. Et ça fort du verbe forer, vous voyez, ça creuse des galeries comme ça, encore une fois, dans le terreau des consciences. Voilà. Justement, ces tableaux et ces instants de vie qui sont plus ou moins importants ou anecdotiques en apparence, mais qui évidemment ne sont jamais en réalité anecdotiques, tout comme l'extrait que vous venez de lire, le tout début du livre avec ce lapin roux. Moi, j'ai le sentiment que déjà, dans cette ouverture, se préfigure tout ce qui va être raconté dans le livre, que tout est déjà là dans ce premier chapitre. Et oui, sauf que, alors j'entends bien, et d'ailleurs ce que je vais vous répondre n'exclus pas, n'invalide pas ce que vous venez de dire, mais je n'ai évidemment pas ouvert le chantier en écrivant ça. J'ai écrit très tard, ça. Voyez, j'appelle ça une entrée en matière, au sens propre du terme. Dans la matière textuelle, on y entre comme ça. Et le premier tableau que j'ai écrit, c'est celui de la Confession, où chronologiquement, ils ont 8 et 9 ans. Bon. Et j'étais déjà très avancée, peut-être aux 2/3 du chantier, quand je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça, parce que c'est très instinctif, mais je ne vais pas commencer comme ça. Je vais commencer par une entrée en matière qui va raccorder les wagonnets du temps avec la temporalité des sources. Étant bien entendu qu'on peut tout à fait lire Orchamps sans avoir lu les sources. Mais ce soir de juin, là, dont je viens de vous lire un bref écho, c'est le soir du samedi 10 juin 1967. C'est le soir de la première partie des sources. C'est le même soir, comme un soir qui ne finirait pas, en vert et bleu, dans une cour sous l'érable au mois de juin. Voilà, un soir de balançoire. C'est le même. Et écrivant ça, vous voyez, d'un premier jet d'abord, le laissant poser, le reprenant. Donc, le livre, loin d'être fini, mais déjà très avancé. Évidemment, je l'ai bien vu, que ça pouvait paraître complètement programmatique, prémonitoire, enfin, non pas programmatique, vous avez raison. Prémonitoire éventuellement, mais pas prémonitoire, c'est mieux. Vous voyez, évidemment, je le vois bien, ça ouvre des pistes de sens qui ensuite vont se déployer dans le texte, voilà. Mais ça n'est absolument pas prémédité. Vous savez, je pense tout le temps à cette expression, je crois que c'était Richard Virenque, à mon insu, de mon plein gré. Ah ben voilà. C'est mon côté Tour de France. Voilà.
Mais c'est vrai qu'avec ce lapin, on peut y voir même de la symbolique, on peut y voir plein de choses. Après, à charge aussi, j'imagine, au lecteur de se débrouiller avec ça. Mais on y voit des choses. Oui, mais moi, dans un deuxième temps, vous voyez, quand je me dis, mais t'as placé ça là, mais évidemment que je vois pas le lapin, ben évidemment, je pense à Lewis Carroll, et je pense au lapin surtout, mais j'y ai pas pensé dans un premier temps. Et ensuite, je me suis dit, mais oui, le lapin, les lapins de Georges dans Des souris et des hommes. Oh, Des souris et des hommes, qui pour moi est un immense livre. Ben Georges dans Des souris et des hommes, Lenny, pardon, oui, bien sûr, je dis une bêtise. Lenny dans Les souris et des hommes, il veut caresser des lapins. Eh bien, c'est le même, hein. Évidemment que c'est celui-là. Alors, on l'a dit, vous avez resserré la focale sur le frère et la sœur. Il n'empêche que, bien évidemment, ils évoluent dans un environnement où il n'y a pas que. Il y a la mère, il y a le père, avec tout ce que ça draine, que soit l'on sait parce qu'on a lu d'autres livres, soit l'on devine, comme vous l'avez évoqué, à travers des ellipses, à travers une violence sous-jacente, des non-dits. Je propose que vous nous lisiez un autre extrait. C'est celui-là. Il entend la voix de la mère. Elle est en bas dans le couloir et elle l'appelle. Elle lance son prénom. Une fois, deux fois. Gilles, Gilles. Et elle dit « c'est l'heure ». Elle le répète. Ensuite, c'est « oh, oh », comme avec l'âne ou une vache, une bête, qu'il s'agit de faire avancer ou se lever quand elle est couchée pour qu'elle sorte de l'étable ou du pré. Certains jours d'hiver les plus noirs ou en pleine fenaison quand on est complètement débordé, elle ne dit plus son prénom, elle ne dit pas autre chose que « oh, oh ». Il sait que c'est l'heure. L'heure de quoi? Pourquoi? Il a l'heure dans le ventre, comme un coup de poing. Il dort par morceaux et se lève enragé. L'année dernière, encore, si elle ne percevait aucun mouvement à l'étage après 2 ou 3 appels, la mère montait lentement en se tenant à la rampe, traversait le palier, frappait à sa porte, l'ouvrait, passait la tête ou entrait dans la chambre, poussait son corps et le plantait là, entre le lit et l'armoire, sans avoir allumé aucune lumière, ni dans l'escalier, ni dans la pièce. Maintenant, depuis qu'il s'est battu avec le père dans la cuisine sous ses yeux, elle ne monte plus, elle n'entre plus, elle ne peut plus faire comme si ça n'était pas arrivé, ou comme si ça n'arrivait qu'à l'étable, hors de sa vue, ou comme si le trou dans la porte de la salle de bain n'existait pas. La mère ne peut rien empêcher et elle attend. Elle attend qu'il se lève, il le sait et il fait durer. Elle est dans la cuisine, assise à sa place, à son bout du banc, et elle ne bouge pas, elle ne bouge plus. Le temps de la mère s'arrête selon son bon vouloir à lui, qui finira par se lever et descendre à l'étable pour la traite du matin. Il glissera dans le couloir sans entrer dans la cuisine, mais elle entendra son pas et la porte de la maison se refermera derrière lui et elle sera soulagée. Gilles sent maintenant les peurs entassées dans la voix de la mère quand elle l'appelle le matin. Peur de son retard à lui et de la colère du père. Mais aussi et surtout peur que la veille ait été le dernier jour, sans qu'elle le sache, sans qu'elle l'ait vu venir, et qu'il n'aille plus traire, lui, le fils, plus jamais, et que s'effondre tout ce qui repose sur lui, tout ce pourquoi elle, la mère, met un pied devant l'autre du matin au soir et chaque jour depuis tant d'années. La ferme est pour le fils. On la tient à bout de bras pour lui, Gilles, le fils. Il doit la reprendre, continuer. Elle est à eux et à lui. Il a besoin d'eux et ils ont besoin de lui. Même si le père dit le contraire.
lance des phrases, parle de vendre plutôt que de trimer pour payer un ouvrier et maintenir la ferme à flot pour le fils, que le fils se débrouille, qu'il aille gagner sa vie ailleurs, chacun pour soi. La mère ne veut pas lâcher la ferme, qui est le lot du fils, et leur raison de vivre à eux, les parents. La ferme leur fait honneur et devoir à eux, les trois. Pour la mère, la sœur n'a rien à voir là-dedans. La sœur vit et a toujours vécu sur une autre planète. La mère n'en parle pas, même s'ils sont seuls devant la télévision et dans son bruit le soir, en automne et en hiver, quand le père est parti se coucher. Elle ne dit rien sur la ferme, ni sur lui. Mais Gilles sent qu'elle ne lâchera pas et qu'il est vissé là avec elle et le père pour les siècles des siècles. Alors, avant de parler de cet extrait, il y a quelque chose qui m'a interpellée pendant que vous lisiez, c'est les allitérations. Maintenir la ferme à flot pour le fils, et vous le lisez en plus en sifflant presque, et je me demandais, dans la manière de travailler qui est la vôtre, est-ce qu'il y a un objectif, si je puis dire, une recherche justement de cette mise en bouche, si je puis dire, des mots qui puissent nous transmettre ce qui n'est pas dit à travers les consonances, les allitérations. Alors c'est moins un objectif qu'une façon de faire, puisque j'écris, j'ai presque envie de dire j'écris à voix haute, en ce sens que de façon beaucoup plus précoce que quand j'ai commencé à écrire il y a 30 ans, le texte, le premier jet, donc, je le retravaille beaucoup à voix haute, donc je l'entends. Et éventuellement, en effet, je le fais siffler, je le tends, je le triture, je le malaxe pour qu'il ait le plus d'intensité et de densité possible. Voilà. Alors, il m'arrive très honnêtement de n'entendre, vous voyez, par exemple, ce type d'allitération que une fois que c'est fait, même une fois que le livre est imprimé. Alors, étrangement. Et ça me désespère parce qu'il m'arrive de laisser passer des choses que je regrette. Il y en a une dans ce livre-là, une phrase qui va pas, où j'ai fait, c'est pas la syntaxe de la phrase qui va pas, c'est justement une affaire d'oreille. Alors, si je ne la signale pas, on ne l'entend pas, mais moi je n'entends que ça, c'est complètement assourdissant, vous voyez. Et vous voyez, quand vous reprenez derrière moi cette allitération-là, par exemple, je l'entends, et moi, ma première réaction, c'est de me dire jusqu'où n'en pas faire trop, vous voyez, parce que évidemment qu'on peut la faire ronfler la langue. Je sais faire ronfler la chaudière, mais c'est pas ce qu'on me demande. C'est pas ce que je veux faire surtout. Vous voyez, donc il faut se méfier de ça. Et moi, je travaille à la fois d'une manière extrêmement instinctive. Vraiment, c'est pour ça que je dis toujours, même si on ne me croit pas, que je travaille comme une brute, et en même temps j'ai un désir éperdu de maîtrise. Et je crois que c'est dans cette contradiction que tient pour moi, que réside pour moi, si vous voulez, l'enjeu de l'écriture. Et tant que cette contradiction sera là, eh bien, l'écriture sera vive. Voilà. Alors ensuite, jusqu'où ne pas aller, et ça reste toujours ouvert. Alors, revenons justement à ce passage avec la mère, dont on entend la voix. Je parlais tout à l'heure de ces existences silencieuses que vous incarnez, et de temps en temps, la voix qui, en tout cas pour la lectrice que je suis, tout d'un coup, sonne presque comme un élément perturbateur dans ce silence, et simultanément un élément qui fait avancer la machine, qui oblige d'une certaine manière à continuer d'avancer. Finalement, la mère et le père ont ce rôle-là dans ce texte, c'est-à-dire ce sont les éléments qui vont relancer à chaque fois la machine. Alors la mère et le père, là pour le coup, d'ailleurs ils ne sont pas nommés, autrement que voilà, par cette fonction dans la structure de parenté, pourrait-on dire. Ils sont là. J'ai presque envie de vous dire, ce sont quand même
des figures du fatum, enfin du destin. Hein. C'est la présence concomitante de ce père et de cette mère qui verrouille l'existence de ce fils. Voilà. Hein. Et cette configuration, et c'est presque une configuration de planète, vous voyez, hein, elle aboutit quand même à ça, c'est-à-dire les siècles des siècles. Visser là. Alors le visser, par exemple, vous voyez, c'est tout à fait un exemple de ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Quand j'écris le visser à cet endroit-là, évidemment que je pense au visser qui surgit dès la première page des sources. Hein, voilà, c'est le même visser. Hein. La mère est vissée dans les sources, le fils est vissé là. Hein, voilà. Et j'y pense, et en même temps, dans la phrase, il a toute sa dynamique propre et toute sa nécessité à être là, voyez, hein, mais il est travaillé de l'intérieur par ce qui a précédé. Et cette situation de famille, là, évidemment, cette cellule familiale extrêmement carcérale, hein, c'est un pléonasme, hein, bon, elle est quand même, elle aussi, à l'œuvre et en filigrane et toujours déjà là dans mes livres depuis le début, vous voyez. Donc le père et la mère, là pour le coup, sont, j'ai employé ce terme tout à l'heure et je l'aime bien, ils sont en filigrane, voilà, mais un filigrane qui pèserait tout son poids d'ombre, voilà, hein, même si parfois, entre la mère et le fils, passe quelque chose qui ne pourrait pas ressembler à de la douceur, mais qui serait au moins des moments de complicité, des moments de calme relatif. Voilà. Hein. Elle l'appelle avec un bruit de gorge qui ressemble à celui qu'on fait quand on va chercher l'âne ou la vache, mais en même temps, quand il vit, par exemple, cet épisode où, avec un ami, il sauve un jeune homme qui est sur le point de se suicider, il rentre à la maison, et à qui le raconte-t-il ? À la mère. Vous allez me dire qu'il ne peut pas le raconter au chien. Hein, voilà. Voilà, il n'y a personne, il n'y a que la mère. Hein, voilà. Mais il y a la mère. Bon. Donc, si c'était simple, ça se saurait. Hein, d'ailleurs, c'est intéressant que vous disiez qu'il n'aurait pas pu le raconter au chien, parce que peut-être que c'est ce qu'aurait fait le père, pour le coup, raconter au chien. C'est-à-dire que Gilles fait quand même le choix de raconter à quelqu'un. Oui, c'est vrai, le père a beaucoup de dialogue avec les chiens. Je repense au chapitre d'introduction où vous dites que Gilles est là et pas là. Et je retrouve cette attitude aussi dans ce chapitre. Il est là et pas là, sauf qu'entre-temps, entre le moment où il est enfant et le moment où on le retrouve avec sa mère, il est là quand même parce qu'il n'a pas le choix. C'est-à-dire que le pas là, tout d'un coup, est devenu quelque chose de très abstrait. Oui. Voilà, il n'a pas le choix, il n'a pas eu le choix, il n'aura pas le choix. Hein. Présent, passé, composé, futur. Et ça se verrouille, quoi. Ça se ferme. Les mâchoires du temps se referment sur lui. Et alors, ça, c'est à la fois un destin personnel qu'on peut considérer comme tragique, hein, et c'est aussi, et c'est donné comme tel d'ailleurs, hein, c'est aussi une matière très sociologique. Voilà, hein, traversée par le fait qu'on est dans ce milieu paysan-là et pas un autre, à cette époque-là, et dans ce type de géographie aussi, donc une agriculture de moyenne montagne et des fermes isolées, insulaires, hein, où ce genre de situation, encore une fois, à la fois modeste et tragique, hein, peut d'autant plus intervenir qu'il n'y a pas de témoins. Voilà. Ou alors des témoins effacés comme ça, hein, qui ne vont pas intervenir. Mais est-ce que ça sous-entendrait le fait qu'il ait justement cette idiosyncrasie, j'allais dire, cette nature de l'enfant qui est là et ailleurs simultanément, et que finalement, c'est là où se trouve aussi la faille dans laquelle peuvent s'engouffrer les parents pour l'obliger à être là. Est-ce que c'est un trait de caractère que vous nous présentez en ouverture de livre qui laisserait à supposer qu'il était destiné aussi parce qu'il était peut-être plus facile à piéger ? Il y a une faille. Oui, une faille, comme une fissure par laquelle la blessure du gel peut entrer et finir par fendre la pierre.
Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et très tôt, ce dispositif psychique qui est le sien, d'être là sans être là, est une défense contre une donnée qui est première, archaïque, etc., qui est la peur. Et la peur commence avec le père. Donc c'est assez circulaire au sens que c'est comme une sorte de cercle vicieux, voyez, dans lequel d'emblée il se trouverait pris. Voilà. Et cette capacité qu'il a, que perçoit sa sœur, hein, à être là sans être là, elle est l'apanage de certains êtres comme ça, fragiles et décalés. Il partage ça, par exemple, avec la dame catéchiste, la Nini, qu'on va voir intervenir dès le tableau suivant, qui paraît être un personnage plutôt, elle, dans le ressort du comique de village, si vous voulez. Hein. Voilà, parce qu'elle pue de la gueule, parce qu'elle a du goulot. Parce qu'elle a elle n'a pas de cheveux. On voit sous ses cheveux épars la peau rose de son crâne que Gilles surprend et qui le plonge dans des abîmes de perplexité. Enfin, vous voyez, c'est plutôt un personnage qui est de ce côté-là, mais il n'empêche que c'est aussi un personnage qui a cette même capacité à être là sans être là. Et Gilles le sent. Hein, il est à la fois une sorte de répulsion vis-à-vis d'elle et aussi une sorte d'attraction. Il a comme une sorte de complicité avec elle, alors que c'est une femme qui est à l'autre bout de sa vie, une femme vieillissante, mais c'est un monument de solitude. Voilà. Hein. Et Gilles le perçoit comme si, d'une certaine manière, rien ne devait lui permettre d'échapper à cette solitude. Et que la seule modulation possible de cette solitude, ce serait le lien avec sa sœur. La seule. Alors justement, sa sœur, qui vit à Paris, qui est écrivain et dont... les professeurs aussi, on comprend qu'elle est professeure. Dont la matière première sont les mots. Et pour pouvoir évidemment travailler ces mots, il faut aussi avoir un regard, hein, et donc elle est ce regard qui va venir se poser sur Gilles. Elle revient à la ferme parce qu'elle a conservé un fil qui la retient malgré tout. Elle est partie sans être complètement partie, ou elle revient pour Gilles? Elle revient aussi pour Gilles, pas seulement. Hein. Elle revient parce qu'elle ne peut pas faire autrement. C'est le propre du lien. Attachement, arrachement. Donc, elle revient, elle est vouée à revenir. Il y a quelque chose qui relève à la fois de l'attachement jubilatoire et heureux, et c'est déployé à intervalles réguliers dans le livre, avec le pays, c'est-à-dire avec le paysage, ce qu'elle appelle le corps du pays, et avec quoi elle a un lien qui a toujours été là et qui est extrêmement jubilatoire et qui se déploie de manière insistante dans tout le livre, hein, voilà, insistante et douce à la fois, c'est une douceur têtue qui est répandue dans tout le livre, et elle a aussi, il faut le dire, elle a le sentiment du devoir, voilà, et elle doit une présence et des gestes et des attentions, hein, alors à ce frère et à ce père et à cette mère aussi, d'autant plus qu'il va leur arriver évidemment ce qui arrive à tout le monde, c'est-à-dire que le temps va leur passer dessus, hein, et qu'ils vont vieillir et qu'ils vont devenir vulnérables, et que dans les conditions de vie qui sont les leurs, hein, cette vulnérabilité évidemment prend tout de suite des dimensions assez catastrophiques, et elle essaie avec une certaine énergie et une certaine ténacité, hein, de faire face à ça, hein, voilà. Donc même si on le comprend bien, elle s'est inventée une vie ailleurs, avec non seulement leur consentement, mais leur encouragement. Hein. D'ailleurs, la mère a toujours déjà considéré qu'elle était une sorte de corps étranger. Hein, voilà. Eh bien, même si elle s'est inventée cette vie-là, où on peut supposer qu'elle trouve du grain à moudre, hein, mais ça n'est pas du tout l'objet du livre, eh bien, on la voit non seulement régulièrement revenir, mais aussi, donc, quand elle revient, se livrer à une débauche de tâches domestiques qui ont toutes pour objet de manifester son attention, voilà, hein, et de prendre soin, voilà, des uns et des autres, et prendre soin de la maison aussi, prendre soin des choses, voilà. Et enfin, quand elle est là, alors c'est totalement paradoxal, mais elle est totalement privée de parole. Elle qui, on le sent, a un accès aisé par ailleurs, hein,
a la parole puisqu'elle est professeure de lettres et écrivain. Son frère dit même qu'elle est docteur. Il sait qu'elle a fait un doctorat, ce qui ne laisse pas de le plonger dans des abîmes de perplexité parce qu'il voit bien qu'elle ne soigne personne. Mais elle est quand même docteur, vous voyez. Eh bien, elle, rendue à la ferme, elle est rendue à l'impuissance du langage dans le cercle de la famille. Et c'est là que l'on voit l'importance des actes, des mouvements, de l'incarnation qu'on évoquait tout à l'heure, puisque privée de mots, elle se retrouve à la même enseigne que tout le monde, c'est-à-dire que tout ce qui peut être raconté ne peut l'être qu'à travers des agissements. Et vous parliez de cette débauche de travaux au sein de la maison, lessive, le repassage, qui viennent en réalité remplacer le langage. Bien sûr. On se dit des choses à travers ça, non ? Bien sûr, totalement. On se dit des choses, et des choses même d'une très grande intimité. Repasser le linge de corps. Elle repasse le linge de corps. On comprend, on voit par exemple la mère vieillissante, on le sent bien, et s'est dépassée par le train domestique de la maison, mais on repasse les slips kangourous. Voilà. Donc, alors, j'entends bien ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a une très grande... le seul degré d'intimité qu'on ait dans cette famille, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, on a conscience d'une certaine manière, d'une manière sourde, de ce degré d'intimité, puisque Claire ne repasse pas devant les étrangers. Si le vétérinaire est là, ou un technicien agricole, ou le marchand de bestiaux, elle ne repasse pas. Ces pièces de linge qui sont des pièces qui relèvent de l'intimité. C'est évidemment une façon de prendre soin et de toucher au corps. On ne se touche pas. Et on arrive même à un point où elle constate la détérioration symptomatique du corps de son frère et la difficulté qu'il a à se laisser regarder aux yeux. Pas dans les yeux, aux yeux. Voilà. Comme quelque chose qui vous sauterait aux yeux ou à la gueule. Voilà. Donc... Alors, il avait eu, comme un autre, son histoire d'amour. C'est dans Joseph, mais c'est évidemment l'écho d'un cœur simple. Elle avait eu comme une autre son histoire d'amour. Alors Gilles aussi. Il n'avait vraiment fréquenté qu'une fois, quand il avait 20 ans. Ça n'avait pas duré longtemps et ça s'était mal terminé. Il préférait ne pas y penser. Il avait dû batailler pendant des années pour ne plus se demander quelle vie aurait été la sienne si cette histoire avait tourné autrement. Il aurait fallu quitter la ferme et le pays, laisser la mère seule avec le père, partir en Limagne du côté de Clermont où habitait cette fille qui avait 2 ans de plus que lui. Il ne disait plus jamais son prénom. Et ça lui tordait toujours le ventre quand il l'entendait à la télévision ou le lisait dans le journal. Il n'avait pas oublié les paroles d'une chanson qui était à la mode à cette époque. « Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. » Il serait devenu ouvrier agricole dans une grosse exploitation céréalière comme il en existait dans ces coins. Il avait souvent pensé que ça n'aurait pas été pire d'être commandé par un vrai patron que par le père. Il aurait gagné un salaire pour payer un loyer et se mettre en ménage comme font les gens. Il aurait eu des vacances et des samedis et des dimanches. Il aurait peut-être pu passer le permis poids lourd et devenir chauffeur. Il ne se souvenait pas. Il ne voulait plus se souvenir s'il avait pensé aux enfants, rêvé d'avoir des enfants. Il n'était pas parti. Il n'avait pas laissé la mère et la ferme. Il n'avait pas pu. Il aurait fallu être quelqu'un d'autre. Alors, il y a quelque chose à la fois
de déchirant et de vertigineux dans ce passage. Déchirant parce qu'il aurait fallu être un autre. C'est peut-être un des pires constats que puisse faire un être humain, de ne pas être lui, mais quelqu'un d'autre. Et vertigineux parce que on sent qu'il serait peut-être encore temps, mais on voit bien qu'il est face à un abîme, n'est-ce pas ? Ah, il serait peut-être encore temps. Vous voyez, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que c'est exactement ce que j'aime dans l'accompagnement des livres. C'est quand vous voyez des pistes comme ça, qui s'ouvrent dans le maquis de la chair des livres. Voilà. Ah, il serait peut-être encore temps. Voilà. Il serait ou il aurait été. Vous voyez, paf, si vous passez voilà, le conditionnel présent, le conditionnel passé, ça bascule. Alors, si vous voulez, moi je laisse vibrer tous les possibles comme ça, à la lisière du texte, dans les blancs, dans la marge, dans les ellipses. Ils vibrent comme les images dans la lumière de midi, en plein été. Et j'ai presque envie de vous dire, pour répondre à votre question, ça ne m'appartient pas. Voilà. Ça appartient au sillage du texte qui se trace comme ça. Et ça appartient au lecteur, à chacun. Voilà. Et ce qui appartient, en revanche, à ce livre, c'est ce que cette sœur tente de dire à ce frère. C'est-à-dire qu'elle est là. Voilà. Avec des gestes sporadiques et limités, avec des cadeaux dont elle ne sait pas comment il les reçoit, ni même s'il les reçoit. Mais elle est là d'une manière extrêmement organique, sommaire et têtue. Voilà. Ça, c'est l'affaire que je déploie. Mais j'ai bien conscience que beaucoup d'autres pistes, encore une fois, s'ouvrent, vous voyez. Voilà. Et c'est peut-être aussi ça, la littérature, les pistes. Parmi tous les tableaux qui se constituent ce roman, comment est-ce que vous avez choisi des thématiques à chaque tableau, ou est-ce que vous êtes allé extraire de la matière ailleurs, ou les deux peut-être? Comment est-ce que ça s'est articulé? C'est vraiment une question de matière, j'aime bien le mot extraire, d'extraction. En fait, ce qui se passe, ça procède très souvent comme ça dans mes livres, mais alors dans celui-là, c'était très explicite. Je vous ai dit, quand j'ai, donc tout à fait au début de l'été 2023, donc, après avoir lâché le Cézanne, donc je me suis tout de suite remise à ça, quoi, à Gilles. C'est le livre de Gilles. Alors, encore une fois, on peut lire tout à fait ce livre sans avoir lu les sources, mais je n'avais pas fini avec le Gilles des sources. Donc, si la mère des sources n'était pas partie, le voilà notre Gilles. Bon, alors, très vite, dans un premier temps, je ne l'ai pas écrite, je l'ai laissée tourner comme ça dans mon fichier mental, et ensuite je l'ai écrite. J'ai eu une liste de motifs. Vous voyez, qu'est-ce qu'un motif? C'est le noyau dur, à partir duquel, la matière, à partir duquel va proliférer toute la chair d'un tableau. Vous voyez, par exemple, le confessionnal, vous voyez, le noyau dur du confessionnal, c'est la mauvaise haleine de la Nini, la porose de son crâne. Vous voyez, donc des choses très concrètes, des motifs très concrets, presque au sens pictural du terme. Voilà. Et c'est, aussi étrange que ça puisse paraître, cet émerveillement magique de ce petit garçon de 8 ans qui, pour la première fois, sort du confessionnal et qui a l'impression que s'est déroulée dans le confessionnal une opération magique. Voilà. Sa sœur veut rationaliser ça, mais lui résiste. Lui, il pense vraiment que il s'est bien confessé comme il fallait, et même si sa sœur a l'air de penser que non, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, lui, il est sûr qu'il y a de la magie. Alors c'est la magie du lapin, si vous voulez, c'est la même magie. Voilà. Vous voyez, il y a cette expérience un peu singulière comme ça du confessionnal, et qui est très très liée à une séance de confessionnal dont je me souviens quand j'étais enfant, et je me souviens d'un de mes camarades de classe qui avait 1 an de moins que moi, et camarade de catéchisme, et qui, vous voyez, je l'avais vu entrer dans le confessionnal,
et ressortir quelques minutes après. Donc il était évident que le prêtre n'avait pas eu le temps d'officier. Mais pour lui, c'était le fait d'entrer dans la boîte et d'en ressortir qui était magique. Et je me souviens de ça, voyez ? Eh bien, le noyau, c'est ça. C'est la magie du confessionnal, hein, et la porose et le goulot. Bon, ça fait noyau, et autour duquel prolifère tout le texte. Il y en a un autre, par exemple, c'était la neige. J'avais écrit le mot neige. L'odeur de la neige, la sensation de la neige, quand on l'attend, quand elle est là, quand on n'en peut plus de la neige, et quand elle est durcie, sale, et qu'on a peur de tomber, et qu'on a 60 ans, et qu'on ne veut pas se casser la gueule, voire plus. Mais là, il a presque 60 ans, voyez ? Et il est tout seul. Voyez ? La neige, cette expérience dure de la neige dure. Voilà. Et ça, autour de ça, il y a tout le... Voilà, c'est comme ça que je fais, en fait, voyez ? Donc, j'ai une liste de motifs noyaux. Voilà. Hein, et... je ne sais pas d'où ils sortent, enfin, si j'y réfléchis, je le sais, puisque là, je vous donne la traçabilité du motif de la confession magique, voyez, hein, mais il faut que j'y réfléchisse, hein, pour la trouver. Et quand je suis vraiment en chantier en état d'écriture, par porosité, comme ça monte, voyez, je note, et puis ensuite, je travaille. Alors, je construis, je laisse poser, je reprends, voilà, et c'est du temps et de la ténacité, vous voyez. Mais j'ai beaucoup de chance, parce que la matière, elle monte, elle est là. J'en suis même assaillie, littéralement. Ouais. Il y a évidemment Gilles au cœur du texte, le regard de Claire, les parents, et puis il y a un contexte. Alors la ferme, évidemment, qui est au cœur de cette histoire, qui est le décor principal, mais autour de la ferme, il y a un contexte sociologique presque. Et ça, c'est important. Oui. Il y a vraiment un contexte et je le suggérais tout à l'heure, hein, le fait que, comme tous mes livres d'ailleurs, hein, c'est totalement contextualisé justement du point de vue sociologique. Voilà, hein. Il y a une dimension testimoniale, documentaire qui est là, et là évidemment on a quelque chose est dit une fois de plus en toute impuissance sur voilà une certaine mutation, une étape convulsionnaire de plus, hein, des mutations qui affectent, frappent, caractérisent, vous employez le terme que vous voulez, depuis plus d'un siècle le monde paysan, hein, les mondes paysans. Alors il se trouve que voilà, c'est de cette strate-là du monde paysan dont il est question, que j'ai essayé de caractériser au début de l'entretien. Et c'est très très important, c'est vraiment de la matière à écrire. C'est d'autant plus essentiel que ça vient rajouter à l'aspect, au sens premier du terme, tragique de la vie de Gilles, qui se sacrifie, en quelque sorte, pour quelque chose qui est par ailleurs sacrifié déjà par l'extérieur. C'est-à-dire que le sentiment qu'il a, c'est d'être broyé, hein, à la fois en effet par voilà ce rester-là qu'il n'a pas vraiment choisi, on va dire, d'une part, et d'autre part par le fait que le contexte devient de plus en plus inextricable, indéchiffrable. On perd tout sens du sens de son travail. Donc évidemment, ça ajoute une tension, voilà, je vais peut-être lire le passage, voilà, hein, ça ajoute une tension absolument terrible qu'on peut très très bien comprendre, hein, à sa situation. Donc c'est ce qu'on appelle un producteur laitier, produit du lait, hein, il traite ses vaches. Le cauchemar pour lui, ce sont les analyses. Les prélèvements sont systématiques. Le prix du produit, le lait, dépend des résultats. Et s'ils sont très mauvais, il ne peut plus vendre son lait, mais les vaches doivent être traites quand même. Impossible de faire autrement. Une fois déjà, en novembre 2014, de la merde a été détectée dans sa production, présence de matière fécale, c'était écrit sur le papier. Pendant plus d'un mois, presque 5 semaines, il a dû tout jeter. Tout. Chaque jour, matin et soir. Il l'a fait, il n'avait pas le choix. Le père était comme fou et avait honte. La mère aussi avait honte. Parce que
les voisins voyaient ce que la ferme était devenue. Une petite ferme où l'on vivotait plus ou moins en tendant le dos entre deux catastrophes. Une interdiction de mise en vente du lait ou une panne de la machine à traire. Il n'avait pas cet orgueil, mais sans se concerter avec les parents, il n'avait, lui non plus, jamais rien dit à sa sœur de cet épisode du lait jeté. Elle ne savait pas, ne saurait pas, ne devait pas savoir. Même si, à peu près une fois par an, les rares fois où ils sont seuls, elle lui répète, en le regardant aux yeux, « Si un jour tu veux arrêter tout ça, tu peux compter sur moi. » Il ne comprend pas très bien ce qu'elle veut dire, ni ce qu'elle ferait, mais il sait qu'elle n'a pas honte de lui, et c'est déjà ça. Et la revoilà encore, la sœur qui répète son mantra encore et encore, à la fois dans une tentative de sauver Gilles et peut-être aussi de sauver quelque chose d'elle-même. Bien sûr, bien sûr. Et cette phrase qu'elle répète, hein, vous avez tout à fait raison, c'est du mantra, de la formule magique, etc. Elle reste opaque pour le frère, mais elle est opaque pour elle aussi, bien entendu. Hein. Elle ne peut rien dire d'autre. Elle est privée de parole. La phrase est au ras des choses, hein, voyez. Elle est maigre, hein, voilà. Et elle a quelque chose de rêche, voilà. Hein. Voyez, il n'y a pas de. Si un jour tu veux arrêter tout ça, tu peux compter sur moi. Hein. Il n'y a pas un adjectif, pas un adverbe, un seul nom. Jour. Tout le reste, des verbes et du pronom. C'est tout. Et des mots-outils. Allos. Voyez. Et la semaine dernière, pas avant, pour la première fois, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai entendu pour la première fois cette phrase, alors dans sa dimension magique, pour elle aussi, bien entendu, hein, évidemment, hein, mais je l'ai entendue comme une berceuse. Elle berce son frère et elle se berce. Ils bercent leur commune douleur pour rester debout et digne. C'est une berceuse aussi. J'ai bien envie de finir cette conversation sur ce constat que je trouve très beau. J'aimerais juste qu'on dise quelques mots parce qu'en fait, c'est une soirée qui vous est dédiée, Marie-Hélène, puisque non seulement nous faisons cet échange autour de Hors-Champ, mais tout à l'heure à 21h, il va se passer des choses sur cette scène. Dites-nous en quelques mots ce qui va se passer. Oh, des choses terribles. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu, avec une metteuse en scène et des comédiens que vous connaissez déjà pour certains d'entre eux ou allez découvrir, pour ceux d'entre vous qui assisteront à cette deuxième partie de la soirée. Donc j'ai beaucoup de chance d'avoir pu, depuis 2 ans maintenant, et même un peu plus je crois, engager un travail sur scène autour des textes, alors de certains de mes textes écrits, hein, ou bien aussi de certaines interventions que j'ai pu faire, entretiens ou autres, et le fil conducteur que nous allons suivre, c'est l'assentoir, c'est le titre du spectacle. On suit l'assentoir, les sentoirs, sentoir. On sentoire, du verbe sentoirer. Voilà, au fond. Ça serait ça, c'est ça qu'on va faire. Bon, alors c'est très impressionnant pour moi de le faire ici. Je suis très reconnaissante à celles et ceux avec lesquels je fais ce travail de l'avoir inventé et à cette maison de l'accueillir. Bon, et quant à moi, moi-même je me dis, mais ma mère, quand j'étais petite, parfois elle me disait, vous connaissez cette expression, j'en suis sûre, elle disait, arrête de faire ta femme d'importance. Vous voyez cette expression? Voilà, et parfois je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Bon, et alors il semblerait que j'y prenne du plaisir. C'est ça qui est très inquiétant. Hein. Donc nous l'allons faire.
Voilà, nous allons s'entoirer. Écoutez, vos vices font nos plus grands bonheurs, Marie-Hélène. Comme vous y allez, comme vous y allez. Et comme on va vous retrouver pour 2 dédicaces en plus, une à l'issue de cette rencontre et une après la lecture dans le foyer, un immense merci pour la générosité de cet échange et merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir.